Bonjour, merci d'être venu à cette conférence sur Java EE pour revisiter un petit peu, on va dire, les mythes urbains autour de cette plateforme, voir ce qu'on en dit, ce qu'on en pense, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et puis répondre à votre question. Alors j'aurai probablement pas le temps de couvrir tout en une heure, mais on va voir les gros aspects. J'essaierai de vous montrer des choses un peu nouvelles. Bon, si vous êtes déjà utilisateur, peut-être que ça vous parlera pas forcément, enfin ça vous apprendra pas grand-chose, mais on va donc tourner sur les aspects novateurs de Java EE depuis les deux dernières versions. Alors il est toujours temps pour vous d'aller voir la super conf CDI. Alors je vous explique en fait. Je le présente. Donc moi je suis Antoine Sabot-Durand, je travaille chez Red Hat et je suis Spec Lead sur CDI. Alors, sur la conf il y a marqué co-Spec Lead, mais en fait maintenant je suis Spec Lead puisque mon co-Spec Lead a disparu. Il est parti faire autre chose dans la boîte. Donc je dirige la conf et en fait ça fait plusieurs années donc, que je m'occupe de CDI, que je vais donner des conférences, etc. Et comme ça parle pas à tout le monde, j'ai assez souvent peu de personnes. Donc on a monté un stratagème avec Antonio. Lui, il fait la vraie conf CDI à côté, et moi, je fais une conf de diversion ici pour que les gens aillent à côté. Donc si vous voulez apprendre des choses sur CDI, vous pouvez aller à côté. Non, je vais vous en parler aussi un petit peu, mais de façon plus... vous montrer un aperçu des choses avancées dans CDI qui peuvent faire évoluer la plateforme. Donc de quoi est-ce qu'on va parler? On va faire une première partie où on va revenir un petit peu sur Java EE pour ceux qui auraient manqué des épisodes précédents et qui ne sauraient pas trop ce qu'il y a dedans. Il y a des gens qui utilisent Java EE ici? D'accord. Version 6? Version 7? D'accord. Version 5? 1.4? Non, il n'y a pas de masochiste, d'accord. Donc on va revenir un petit peu sur sur la plateforme, sur la dernière version de la plateforme, donc Java EE 7. Et puis après, on va explorer toutes les, on va dire, j'allais dire poncifs. Il n'y a pas que des poncifs, mais en tout cas, toutes les légendes urbaines autour de Java EE, les mythes et les réalités, et essayer de les adresser de façon aussi objective que possible. Et puis après, dans la conclusion, vous pourrez me poser vos questions, j'essaierai d'y répondre, et puis on verra ce qu'il en est. Alors, étant Red Hat, je vais quand même vous parler un petit peu du produit maison, mais j'essaierai de vous parler aussi des produits concurrents autour de Java EE. En l'occurrence, pour Red Hat, aujourd'hui, c'est JBoss ou Alfly. Donc, concernant l'historique de Java EE, alors on ne va pas passer 2 heures là-dessus, mais disons qu'on a affaire à une plateforme qui va bientôt fêter ses 20 ans. Donc en 2018. Et on a commencé donc avec quelque chose d'assez basique qui s'appelait Java Professional Edition. Et puis on a eu une évolution assez régulière de la plateforme jusqu'à la version 1.4. La version 1.4 de Java EE est arrivée de manière assez concomitante avec un framework qui fait encore beaucoup parler de lui aujourd'hui et qui est très utilisé, qui s'appelle Spring. Et qui a adressé un certain nombre, enfin qui a adressé la grande majorité des problèmes qu'il y avait dans Java EE en termes d'usabilité, de facilité de programmation, etc. Et donc il y a eu une prise de conscience de la part des gens qui pilotent Java EE, en l'occurrence à ce moment-là c'était Sun. Et donc l'organisation, alors c'est pas vraiment une association ou une fondation, le JCP ça dépend toujours du possesseur de Java, donc en l'occurrence aujourd'hui Oracle. Donc il y a eu un travail qui a été fait de se dire bon ok, il y a des frameworks qui sont sortis dans l'univers Java, on voit qu'ils font les choses mieux que nous, en tout cas de façon plus populaire, on va repenser les choses. Donc il y a eu un travail qui a été important et qui a donné lieu donc à la version 5 de Java EE. Donc avant ça s'appelait J2EE. À partir de Java EE, à partir de la version 5, ça s'appelle Java EE. Donc quand vous voyez J2EE dans une offre d'emploi ou dans une offre de mission en vous disant que c'est des technologies modernes, vous devez vous méfier. Soit vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas trop au goût du jour, soit qui a fait un copier-coller ou des choses de ce genre. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à ce moment-là est apparu Java 5, les annotations, et on a commencé à se dire que ce serait peut-être pas mal de mettre des métadonnées pour faire de la configuration sur nos composants. Donc aujourd'hui, ça paraît
assez évident. À l'époque, on était un peu en souffrance de ça. Donc, pour ceux qui travaillaient à ce moment-là, ils ont peut-être connu Xdoclet ou des choses de genre, qui ont été ramenés dans la plateforme, enfin, qui ont été intégrés dans la plateforme, mais sous forme d'annotations. Donc en fait, le moteur central de Java EE n'a pas vraiment changé avec Java EE 5. Par contre, les outils donnés aux développeurs ont été beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus puissants. Donc, depuis, il y a eu 2 itérations. Java EE 6, qui a été une itération très importante pour moi, parce que c'est l'arrivée de CDI. Et alors, je suis un peu partisan dans l'affaire, mais on va voir quand même que c'est quelque chose d'assez novateur et qui va changer la plateforme. Et puis la version EE7 qui date de 2013 et qui est une évolution, on va dire plus mineure, mais qui est toujours intéressante. Donc, et normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir EE8 pour 2017. Normalement, c'était 2016, c'est repoussé d'1 an et en tout cas, aujourd'hui, la date, c'est 2017. On va espérer que ça va rester tel quel. Donc, je ne vais pas vous faire la liste des JSR dans Java EE. Alors, JSR, c'est Java Specification Request. Donc, c'est toutes les briques techniques qui forment la plateforme. Donc, toutes les spécifications qui forment la plateforme. Celles que vous connaissez les plus, ça va être la spec servlet, ça va être JPA, ça va être JAX-RS, ça va être tout ce qui tourne autour. Alors, peut-être que vous les connaissez moins, mais que vous avez peut-être utilisé avec Spring Batch, avec Java Batch, bin validation si vous avez eu besoin de faire de la validation de formulaire, des choses comme ça. Donc, on a tout un ensemble de briques qui sont pensées pour travailler ensemble. Alors, on en parlera tout à l'heure, on verra que tout n'est pas forcément très homogène, mais il y a un travail qui est fait dans ce sens. Oui, puis une autre brique que vous connaissez probablement, c'est JMS, qui est également là pour la messagerie d'entreprise. Et CDI, vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais vous allez le connaître à la fin de cette présentation, et ceux qui sont à côté aussi. En parlant de Java EE 7, donc aujourd'hui, il y a 3 serveurs on va dire, supporté commercialement de Java EE 7 qui existe. Donc, le plus gros, on va dire, en termes de base d'utilisateurs potentiels, c'est probablement WebSphere. Donc voilà, pour une fois, IBM a coiffé tout le monde au poteau. Donc, ils ont sorti un WebSphere Liberty Profile 8.5, qui est un produit vraiment très intéressant, qui est en rupture totale avec ce qui pouvait se faire, en tout cas par le passé. Moi, j'ai des souvenirs de WebSphere 6 ou 7 qui étaient assez pénibles. Là, on est vraiment dans autre chose. Donc, ils ont vraiment revu leur copie. On a également 2 autres produits, mais plus, on va dire, plus confidentiels, de Tmacsoft et de Cosminexus. Alors, Cosminexus, je crois que c'est Hitachi. Donc, qui sont des serveurs qui sont validés par Oracle comme serveurs EE7 et qui sont des serveurs supportés commercialement. De l'autre côté, on a encore 2 serveurs qui sont validés pour EE7, mais qui sont des serveurs open source qui n'ont pas encore de support commercial. Donc, il y a Glassfish 4, qui est l'implémentation de référence de Java EE, et qui n'aura pas de la part d'Oracle un support commercial. Ils ont annoncé qu'ils ne feraient pas de support. Donc il y a une ou 2 sociétés qui ont décidé d'offrir ce support. Donc aujourd'hui, il y a un support qui existe sur Glassfish 4, une boîte anglaise. Et il y a le serveur de Red Hat, Wildfly, qui est donc un serveur open source qui est l'héritier de JBoss Application Server, qui est en train d'arriver dans sa version 10 qui normalement devrait servir de base à la version supportée qui s'appellera JBoss Enterprise Application Server 7, JBoss EAP 7. Alors oui, concernant les noms, je vais faire un petit focus sur Wildfly parce que quand même, je suis sponsorisé et payé par mon employeur. Mais bon, si c'était pas un bon produit, je vous en parlerai pas. Ou en tout cas, je vous en parlerai pas comment je vous en parlais. Donc, avant, ça s'appelait JBoss Application Server. Il y a eu beaucoup d'aventures autour de JBoss AS, beaucoup de choses pas terribles, on va le voir après, des versions qui étaient assez, mauvaises. Depuis la version 7 de JBoss AS, donc JBoss AS 7 et ses suivants, une nouvelle architecture a été mise en place. Là, qu'on parle de choses qui remontent à 2010. On a un produit qui, maintenant, est bien performant, bien modulaire,
et qui va nous permettre d'aller de l'avant et de proposer des choses que je vous montrerai tout à l'heure, notamment pour utiliser les briques Java EE dans un contexte nouveau, pour avoir une approche, par exemple microservices ou des choses de ce genre. Donc, Wildfly supporte E7, il est rapide, il est léger. Alors, on parle souvent de serveurs, on parlait souvent de serveurs légers en pensant à des produits comme Jetty ou Tomcat, en fait, qui sont des serveurs qui n'implémentent en gros que la spec servlet et quelques petites choses autour. Aujourd'hui, franchement, on est dans des charges et des temps de chargement comparables. Donc, on peut en tout cas donner un coup d'essai à un produit comme Wildfly ou Glassfish d'ailleurs pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est assez sympa à l'utiliser, donc on ne se galère pas trop. Et puis évidemment, il est open source. Il est temps de revenir sur nos mythes et réalités sur Java EE. Ça, c'est le troll habituel sur Java EE, Evil Edition. Le premier des choses qui viennent quand on parle de Java EE, c'est que c'est un truc lourd et c'est un truc lent. Alors, en fait, maintenant, on peut quand même dire que c'est faux. Mais c'est faux depuis 2010. Donc, avant 2010, en gros, le seul serveur qui tirait son épingle du jeu, mais qui était... qui était supporté, c'était Glassfish. Mais bon, Glassfish, il est sorti, sa première version est sortie pour Java E5. Donc, il y a une version de Java E qui a eu un serveur à peu près potable en termes de lourdeur, c'était Glassfish. Et aujourd'hui, force est de constater que tous les acteurs sont en train de suivre le même chemin. Donc on est sur des approches très modulaires, très rapides. Donc Glassfish a ouvert la voie avec une architecture basée sur JI. Nous, chez Red Hat, on a développé un truc qui s'appelle JBoss Module, qui reprend un petit peu ces idées, mais en les simplifiant. Alors je ne suis pas sûr si WebSphere utilise OSGI, mais ils ont aussi une modularité qui fait que leur WebSphere se lance très très vite. Donc si on parle du serveur maison et qu'on compare les différentes versions des temps de démarrage des serveurs chez JBoss, on voit que la version qui supportait Java E5, à vide, elle mettait 16 secondes à démarrer. Donc il n'y a rien, je démarre mon serveur, j'attends 16 secondes avant de pouvoir envisager de déployer quoi que ce soit. La version... sur les numéros de version quand même, pour qu'on soit clair, il y a un JBoss AS6 qui existait. Le JBoss AS6, vous pouvez encore le trouver, le télécharger, il ne faut pas l'utiliser. Justement, c'était la continuation de la plateforme JBoss AS5 qui avait été mis à jour pour supporter Java E6. À un moment donné, on s'est dit c'est pas possible d'avoir un truc aussi lent. Et il y a des gens chez Red Hat qui ont eu le courage de dire ok, on repart de zéro et on refait une architecture from scratch. C'est JBoss AS7 qui est sorti à ce moment-là. Enfin, quand je dis à ce moment-là, ça a pris beaucoup de temps. Donc il y a eu une période très, très longue où il n'y a plus de serveurs, on va dire, à jour chez JBoss. Aujourd'hui, on est dans les temps de réaction beaucoup plus rapides. Donc si mon souvenir est exact, il a fallu presque 2 ans et demi entre la sortie de Java E6 et la sortie du projet, je ne parle même pas du serveur supporté, la sortie du projet JBoss AS7. Pour Java E7, ça nous a pris un peu moins d'1 an. Voilà. Donc plus de 2 fois divisé, on va y arriver. Alors vous allez me dire, ok, à vide. Bon, maintenant, si je lance une petite appli, qu'est-ce que ça donne? On va se faire une première petite démo. En fait, j'aurais pas dû mettre mon écran comme ça. Je vais le remettre pas en miroir. Hop. En espérant que je vais arriver à voir ce que je fais. Hop. Ah. C'est dur là. Voilà. Donc, alors ça va vraiment être serré là. Donc, là j'ai une petite appli que je vais utiliser un peu pour vous montrer 2-3 choses. C'est une appli très très simple qui fait qui gère des appels REST. Et qui utilise un petit service CDI. Donc on peut la regarder. L'intérêt, c'est que ça va me permettre de vous montrer des choses concernant les tests ou des choses de genre. Donc j'ai dedans 2 classes. J'ai une classe Hello World, je vais la mettre en grand. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est une classe JAX-RS
Elle a deux méthodes qui répondent à des passes JAX-RS qui produisent une pour produire du JSON, l'autre pour produire de l'XML. On y injecte un service défini par CDI. Et puis voilà, en gros, c'est tout. Si je retourne là et que je vais voir le service, donc là, le service, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc de dingue. Voilà. Il renvoie hello avec le nom qui a été saisi. Et si je vais voir la page qui utilise ce projet, oui, qui est là. Voilà. Donc c'est une page HTML toute bête, donc avec du JavaScript. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça met un champ de saisie, ça vous demande de saisir votre nom, et ça fait un post vers le web service, ça récupère la réponse et ça l'affiche. Un truc de dingue. Alors j'aurais bien aimé vous faire une démo avec des super trucs, un front-end en Angular avec du Bootstrap 3, etc. ou des choses de ce genre, mais bon, là on va se focaliser sur le back-end. Attendez, je vais quand même essayer de changer ma résolution, excusez-moi, parce que là je crois que ça va être très très dur. Ben voilà, c'est mieux. Vous voyez quelque chose là? C'est un peu... Ouais. C'est pas terrible. Hein. Je peux pas définir la résolution. Voilà. Éditeur VGA. Et voilà, on va essayer de moins ça quand même. Et voilà, ça résout le problème là. Là, c'est pas mal. Ok, donc là, j'ai un peu plus de résolution de mon côté. Donc, on parlait du... Alors effectivement, c'est une petite appli que je vais lancer, hein, mais vous pouvez après imaginer ce que ça donnerait avec du JPA, qui est quelque chose d'assez gourmand, des choses de ce genre, et on va voir qu'on est dans des choses assez correctes. Donc là, j'utilise IntelliJ pour lancer mon serveur. On va voir aussi la sortie sur la console. Voilà, si je retourne sur mon... Qu'est-ce qu'il me dit? Toc, toc, toc. Voilà. Donc là, vous voyez ici, donc il a démarré en moins de 4 secondes. Et après, on a le déploiement, qui est un petit déploiement, mais qui va solliciter deux frameworks qui peuvent être assez gros, en tout cas dans ce qu'ils initialisent. Donc, d'une part Weld et de l'autre REST-Easy, JAX-RS. Et donc, l'application a démarré en 2 secondes. 2 secondes 2. Voilà. Donc, on a quelque chose d'assez simple. Bon, je vous montre l'appli parce qu'on va la faire un petit peu évoluer au cours de la démo. Donc voilà, je vais taper un truc du genre Antoine. Il y avait déjà mon nom, dit donc. Je vais cliquer sur c'est Hello. Et voilà, Hello Antoine. Super. Je suis sûr que j'avais jamais vu une appli comme ça. Donc, ça c'est pour le temps de démarrage. Si je reviens sur la presse, on a... alors ça c'est un point qui va être important et sur lequel je vais un peu m'attarder. Ce qui revient assez régulièrement, c'est que Java, alors, au-delà du serveur qui est lourd, etc., et lent, on a un développement qui est lent parce qu'il faut redémarrer le serveur, parce que on a des conteneurs dans tous les sens, qu'on ne peut rien faire sans devoir redéployer. C'est confus parce qu'il y a plein de modèles de programmation différents qui se télescopent, et des logiques différentes qui se télescopent, et donc c'est compliqué aussi parce que même quand les trucs sont sympas, en tout cas sont sympas, font des choses un peu magiques comme JPA, on a du mal à voir un peu ce qui se passe, et c'est un peu le bazar. Donc c'est compliqué. Donc comme je l'ai dit, voilà, notre modèle de programmation n'est pas clair, on a du mal à pouvoir tester le code ou le débugger, et puis il faut un déploiement systématique. Alors le modèle de programmation, j'en ai un peu parlé. Puis si vous en avez un éclairage un peu plus précis de l'autre côté, on a depuis 2009 un modèle de programmation basé sur CDI. Donc au départ, c'était pas prévu pour ça. Au départ, CDI, ça s'appelait WebBeans. C'était juste
une petite couche d'adaptation entre le front et les EJB. Les EJB, c'était le truc qui était central dans Java EE et qui l'est toujours d'ailleurs. Hein. Et voilà, on n'allait pas y toucher. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que, effectivement, les bin CDI, ils sont très bien pour le front. Ils ont remplacé, par exemple, dans JSF, ils ont remplacé les managements JSF par des bin CDI. Mais c'est également pas mal pour le back. Et donc, on se rend compte petit à petit qu'il y a des choses qui étaient dans les EJB qui vont dans CDI. Un exemple, dans Java EE 7, on n'a plus besoin des EJB pour faire des traitements transactionnels. Donc, on a une annotation add transactional. Si vous utilisez Spring, ça va vous faire sourire. On a attendu 2013 pour avoir ça. Mais on pouvait le faire avant, mais pas de manière standard. Et ce que je veux dire, on pouvait le développer sous forme d'extension. Mais aujourd'hui, c'est dans la plateforme. Donc on a add transactional qui fait partie de la spécification JTA, donc la spécification qui concerne les transactions et qui va être utilisable sur nos bin CDI. Donc c'est un truc qui a été pris. Enfin, pas pris parce que c'est toujours là-bas, mais ce qui a été copié sur ce qu'il y a dans les EJB. Aujourd'hui, si on veut faire du transactionnel, on n'est plus obligé d'avoir des EJB. Il y a alors pour CDI 2, on va avoir de plus en plus de traitements asynchrones qui seront certainement mieux pensés plus modernes que les traitements asynchrones qui sont dans les EJB. C'est pas pour critiquer les gens qui font EJB, c'est parce que nous on va utiliser les API asynchrones qui sont dans JDK 8. Et qui sont plus modernes que celles qu'il y a dans les EJB. Donc on va comme ça faire en sorte que petit à petit, si on n'a pas besoin de choses spécifiques aux EJB, on n'a plus besoin de les utiliser. Donc on a un modèle de programmation qui est en train de se répandre. Il se répand d'autant plus que d'autres spécifications adoptent CDI comme outil d'intégration. Donc JPA, on a aujourd'hui la possibilité d'injecter des bin CDI dans les entity listeners, par exemple. JSF, comme j'ai dit, ils ont déprécié leur manage bin pour les bin CDI. Servlet, on a ce qu'il faut pour injecter des services dans un servlet, des choses de genre. JAX-RS, alors c'est pas parfait parce qu'ils ont aussi leur système d'injection de dépendance. C'est le problème de Java EE. Mais ils supportent CDI, donc on peut injecter des services CDI, comme ce que je viens de vous montrer, hein, le petit service JAX-RS, il injecte un bin CDI dans JAX-RS. Donc on voit enfin, et il faut être honnête, avant c'était pas le cas, c'était un peu le bordel, pour dire les choses telles qu'elles sont. On voit enfin émerger un modèle de programmation cohérent, transverse et standard pour tout Java EE. On verra un peu plus tard dans la presse que ça ouvre des horizons encore plus enthousiasmant que simplement de se dire bon ok c'est moins le bazar et c'est plus cohérent. En ce qui concerne le test et le debug, je ne vais pas vous apprendre grand chose en vous disant quand même qu'aujourd'hui vous avez des IDE, donc il y a 3 principaux IDE du marché, que ce soit Eclipse avec la batterie de plugins qui va bien. En l'occurrence chez Red Hat, nous on a toute une série de plugins qui s'appellent JBoss Tools, qui sont vraiment très bien pour développer en Java EE, vous pouvez récupérer, qui sont gratuits, etc. NetBeans, c'est toujours un produit qui a fait ses preuves. Et IntelliJ, moi, que j'utilise là, donc vous allez pouvoir débugger votre code sur le serveur sans problème. Point important, c'est ce qui concerne les tests. Alors, avant l'arrivée d'un framework type Arclian, on pouvait faire des tests de sa plateforme Java EE. Alors, je ne parle pas du test unitaire, parce que le test unitaire, il va être utile pour tester une logique métier bien spécifique. Ce qu'on a envie de tester en Java EE, comme on a des conteneurs à droite et à gauche, on a un conteneur pour JPA, on a un conteneur pour CDI, on a un conteneur pour les servlets, on a un conteneur pour les EJB. Et en plus, comme les EJB sont aussi des bin CDI, on a une couche CDI, une couche EJB. On a envie de voir que ce qu'on a programmé, ce qu'on a rajouté comme fonctionnalité, avec par exemple un intercepteur ou des choses comme ça, produit l'effet escompté, qu'il n'y a pas d'effet de bord et des choses comme ça. Donc on a envie de faire, alors c'est ce qu'on a appelé avant, ou est-ce qu'on peut appeler encore des tests d'intégration, mais on veut faire des tests d'intégration partielle, et on veut pouvoir les intégrer dans le cycle de build du projet. C'est-à-dire, avant, ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait builder le projet, prendre le livrable, le lancer dans un conteneur léger, avec un truc type cargo ou autre, enfin des choses qui sont très bien par ailleurs, ou une cactus, lancer une batterie de tests d'intégration,
Et puis, OK, ça passe, le livrable est bon. Non, ça passe pas, on le jette. Le build a été fait, on a validé que c'était bon, parce que les tests unitaires qui faisaient pas ça sont passés, et on a créé un livrable qui, en fait, qui est dans un état où il a été créé malgré le fait qu'il ne soit pas conforme à ce qu'on attendait. Arclian va nous permettre dans le cycle de build au moment des tests unitaires, de créer un déploiement partiel de l'application, de le déployer dans un conteneur, le conteneur qu'on souhaite. Il y a toute une série de plugins pour toute une série de conteneurs dans Arclian. Donc on peut partir d'un conteneur très léger de type CDI embedded, donc un truc qui fait vraiment pratiquement rien, jusqu'à lancer un serveur WebSphere pour pouvoir tester si on veut faire appel. Alors, on est plus dans des tests d'intégration, mais si on veut faire appel à des trucs un peu plus compliqués dans le serveur. Donc on a toute l'attitude pour le faire. Et puis enfin, on parle de redéploiement. Alors effectivement aujourd'hui, c'est peut-être moins un problème parce qu'on a des serveurs qui s'exécutent plus rapidement. N'empêche que si vous avez une grosse appli qui ne met pas 2 secondes à se déployer, mais qu'elle en met 10, vous avez plein d'entités, etc., vous allez avoir envie d'utiliser une solution qui va vous faire gagner du temps. Donc là, bon, je pense que la plupart d'entre vous doivent avoir entendu parler ou utiliser un produit comme JRebel. C'est le cas ou pas? Qui utilise JRebel? Pas tant que ça. Donc JRebel, c'est un outil assez malin qui est capable, pour des applications notamment web, donc sur c'est pas limité à JavaE, on pouvait l'utiliser dans une application Spring par exemple, de détecter des modifications et de faire des redéploiements à chaud de vos composants. Donc ça va vous épargner, là, à un moment donné que vous allez peut-être être obligé de redéployer, mais ça va vous épargner 80 à 90% des redéploiements en fonction de ce que vous faites. C'est un produit commercial, donc payant, mais il y a une version gratuite si vous n'en avez pas un usage commercial, donc ça permet de le tester, de voir ce que vous voulez en faire, et après d'aller voir votre chef de projet ou votre manager et de dire si on utilise ça, peut-être qu'on va gagner du temps et qu'on va être plus performant. Voilà. Et évidemment, il y a les plugins qui vont bien pour les 3 principaux IDE. Donc, c'est bien d'en parler. Le mieux, c'est de voir à quoi ça ressemble tout ça. Donc, bon, je ne vais pas vous faire une démo de débugage. Je pense que ça devrait être bon pour vous. Vous avez besoin, non? D'accord. Donc on va regarder, premier truc qu'on va regarder, c'est Arclian. Donc ici, bon, dans mon exemple, on ne peut pas dire que ma classe Hello Service elle a besoin d'être testée, mais on va le prendre comme cas d'école. Donc je vais juste rajouter les directories pour être sûr que IntelliJ me crée bien les classes de test là où il faut. Donc je vais faire un répertoire test Java pour être sûr qu'on est bon. Voilà. Donc là, je vais dire, donc là on va voir en plus que j'ai de l'aide par mon IDE. Alors dans tout ça, je peux le faire à la main si j'ai pas envie. Hein. Donc je peux dire à mon IDE, ici, je peux lui dire create test. Donc là, il se trouve que IntelliJ, il a un plugin pour Arclian. Il y en a également un pour Eclipse, il y en a un pour NetBeans. Donc là, je vais lui dire, voilà, je vais faire de l'Arclian JUnit. Donc on voit qu'Arclian, il se plug sur JUnit. C'est comme le framework de test de Spring. Hein. On va utiliser un runWiz. Il fonctionne aussi avec TestNG. Donc je vais pouvoir dire, voilà, que je vais créer ma classe, que je vais tester la méthode createHelloMessage. Et puis, je vais faire OK. Donc, on va dire qu'on l'ajoute dans Git. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Oui, ça se passe bien. Donc là, j'ai un test unitaire JUnit qui est dans mon package de test. Les spécificités, alors je ne vais pas vous faire une presse sur Arclian, mais pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Les spécificités du test JUnit avec Arclian, c'est que vous avez effectivement l'adaptateur JUnit avec runWiz, donc la classe Arclian qui permet de tester d'utiliser les fonctionnalités du framework. Et puis vous avez une méthode statique qui renvoie une archive et qui est annotée à déploiement. Donc qui dit Arclian, c'est la méthode qui va être utilisée pour créer l'archive que je vais utiliser pour lancer mes tests. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait?
Donc elle utilise un framework qui s'appelle Shrinkwrap qui permet de générer des jars et des wars de manière programmatique. Donc là, je crée une Java archive, donc un jar. Je vais ajouter la classe HelloService. Donc il a détecté que je vais tester HelloService, donc je peux ajouter la classe. Donc je pourrais ajouter tout un paquet de là, je pourrais ajouter un package avec tous les descendants, etc. Si j'ai envie, je pourrais également tester toute mon application, faire un déploiement complet. Et puis je vais ajouter, comme je teste du CDI, je vais ajouter beans.xml pour être sûr que CDI est bien activé dans mon test. Et ici, il m'a créé le corps de la méthode de test pour tester la fameuse méthode createHelloMessage. Donc une fois que j'ai mon test Arquillian, je vais pouvoir utiliser des fonctionnalités Java E dedans. Donc notamment, je vais pouvoir injecter HelloService, voilà. Voilà, pouf. Et puis je vais tester. Non, ça va comme ça. Assert equals de. On va dire, donc on attend quoi? On attend hello name. Je me souviens plus. On va voir. Bah, ça va planter si je me suis trompé. Et je vais dire que j'appelle service.createHelloMessage de name. Voilà. Donc là, voilà, mon test, il est là. Donc quand je vais lancer ce test, non, comme ça, ici. Voilà. Donc run HelloService test. Je vais éteindre ça peut-être. Ça va peut-être me foutre là. Oui, on va fermer pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc je vais faire un run HelloService test. Je crois qu'il n'y a rien. Voilà. Là, il me demande ce que je vais. Alors, Arquillian, quand je vais le configurer, on va dire de manière dans un vrai projet, je vais rajouter dans mon fichier, dans Maven, dans mon POM XML, les adaptateurs vers les conteneurs que je vais utiliser. Bon, ici, j'ai une aide avec IntelliJ qui me propose de gérer le conteneur pour moi. Donc je lui dis que je veux utiliser Weld embedded, c'est-à-dire Weld, c'est l'implémentation de référence de CDI, donc il va utiliser un conteneur Weld avec quelques petites fonctionnalités autour, mais pas grand-chose, pour pouvoir lancer mon test. A priori, ça doit être bon si je fais run. Voilà. Donc j'ai mon test qui a été lancé et qui est passé au vert. On peut tester, hein. Donc du coup, je vais vous montrer que c'est pas truqué. Donc je rajoute un truc dans mon. Donc là, on voit que grâce à un framework comme Arquillian et puis des aides dans mon IDE, très rapidement, j'ai pu faire un test d'intégration pour tester mon service. Voilà. Et là, mon test passe pas. Ouais, puisque j'ai une différence, il m'attendait le name et j'ai name. Voilà. Donc là, évidemment, ma méthode create HelloMessage, elle est assez basique, mais elle pourrait être plus compliquée. Elle pourrait appeler d'autres composants. D'ailleurs, tout à l'heure, on va tester quelque chose d'un peu plus évolué. Et je vais pouvoir très rapidement tester son comportement. Donc, si, par exemple, j'avais ajouté une interception ou des choses de ce genre, je pourrais voir si elle se comporte comme je l'attends. Et donc, on a après la question de, ok, d'accord, comment je fais pour pas passer ma vie à redéployer? Et juste avant, je voulais vous montrer autre chose, puisqu'on parlait de test. On a également avec Arquillian la possibilité de gérer du test d'interface utilisateur. Donc, ça va récupérer des outils comme Selenium, Test Driver, des choses de ce genre, et rendre assez facile le développement d'un test d'interface utilisateur. Donc si je prends, là j'ai un sous-projet qui s'appelle Functional Test qui est là pour tester mon petit projet de JAX-RS. Donc mon test, qu'est-ce qu'il fait? C'est toujours pareil, il a une méthode déploiement qui va aller récupérer, en fait, qu'est-ce qu'elle fait cette méthode? Elle va carrément récupérer le war de l'appli et le déployer. Donc elle ne fait pas dans la demi-mesure, elle ne prend pas une classe ci, un package là, elle déploie toute l'appli. Et dans une fois qu'elle a fait ce déploiement, elle va lancer un test
Et le test va aller utiliser des composants du DOM pour aller récupérer des infos, remplir les champs, appuyer sur le bouton et faire ce qu'il faut. Donc on va tester. Alors pour tester le projet, j'ai deux solutions. Soit j'utilise donc j'ai deux profils en fait pour faire ce test. Donc là, il se trouve que ici j'ai la bonne config Arquillian dans mon POM. Donc j'ai deux profils. J'ai un profil Wildfire Remote, c'est-à-dire que j'ai un Wildfire qui traîne, qui tourne dans un coin, et je vais pouvoir l'utiliser comme serveur pour faire mon déploiement, lancer mon test et faire le undeploy. Ou alors je peux utiliser un Wildfly Manage, c'est-à-dire qu'il va, c'est presque pareil, c'est qu'au lieu que le serveur tourne, je vais lui indiquer où se trouve le Wildfly, il va le lancer et il va exécuter le test et l'arrêter après. Il y a une autre solution possible qui est à cheval entre, enfin, qui est le manage mais un cran en plus. Je peux en plus intégrer le fait de demander au système la première fois de télécharger un Wildfly à travers Maven. La première fois, c'est de faire le déploiement et de faire ses tests, etc. Ce qui rend le truc complètement portable. Donc vous avez quelqu'un qui veut récupérer le projet, il n'a pas besoin d'installer Wildfly. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un JDK et de Maven. Point barre. Et le serveur? Ah oui. Ah oui, oui. Alors, il se trouve que là, alors là, évidemment, j'ai une interface graphique, mais on a ce qu'il faut dans Arquillian pour pouvoir utiliser sur une plateforme Unix. Il faut qu'il y ait un serveur X installé, mais on n'est pas obligé de l'avoir tourné pour pouvoir lancer ce genre de test. Donc, il l'exploiter. Bon, je vous renvoie à Internet pour aller regarder ça en détail, parce que là, je ne pourrais pas vous faire une démo. Mais donc, ça peut s'inscrire évidemment dans un processus de build sur un Jenkins ou sur un outil de build. On n'est pas uniquement sur un truc. Là, c'est de la démo, mais on n'est pas que sur de la démo. On va dire ça comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le serveur et le faire en remote. Si j'ai rien oublié, ça devrait marcher. Donc là, il me relance mon serveur. Sauf que non, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que dans mon serveur, il y a l'appli qui tourne. Donc il ne pourra pas la déployer. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça mieux que ça. On va l'arrêter, je vais carrément la lancer en ligne de commande. Donc je vais aller pouf, ici. Je vais prendre un Wildfly 9. Donc je vous ai dit, hein, la dernière version stable de Wildfly, c'est la 9.01, je crois, ouais, c'est ça. Et il y a une version 10 qui est en cours de candidate release en ce moment. Il y a deux petits trucs encore à régler. Et une fois qu'elle sera réalisée, on pourra envisager de commencer à parler de JBoss AP7, qui sera la version supportée du serveur basé sur Wildfly. Voilà, donc je vais lancer le serveur. Bin standalone. Donc là, je lance en ligne de commande. Voilà, donc là, il a démarré. Il a démarré en 2 secondes d'ailleurs. C'est un peu plus rapide en ligne de commande que. Voilà, je vais fermer ça. Il y a des chances que mon test ne passe pas parce qu'il va vouloir avoir une. On va essayer. Donc là, je lance un test d'intégration. Pof. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, c'est pas ça que je voulais faire, si. Voilà. On n'a pas besoin d'embedded. Continue anyway. Sinon, je lancerai en ligne de commande. Donc là, il n'est pas content parce que. Toc. Ah, le bel effet démo. Donc, vous savez quoi? Je vais le lancer en ligne de commande, ce sera plus simple. Donc, je vais me mettre ici. Je vais aller dans mon projet. Ici. Toc. Hop. Wow. Ok, ouais, c'est pas très lisible. Vous avez dit qu'on était mieux qu'à l'extérieur.
start. Et c'est Hello World HTML5. Ok. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Oui. Donc, je vais aller dans le functional test. Comme il va vouloir attendre que j'ai comme je l'ai lancé, non, je le lance en remote, ça doit être bon. Donc là, je vais pouvoir lancer le test. Donc on va regarder comment est-ce qu'il faut on va regarder s'il y a quelque chose de particulier pour le lancer, mais je pense pas. Il suffit juste d'activer le profil Arc Wi-Fi Remote. Bon là, c'est en live. Hein. Alors, MVN package. On va faire un clean. Mon P et C arc-wildfly-remote. Je croise les doigts. Vous avez vu le Firefox qui se lance? Paf, voilà. Et donc, il m'a le test a tourné. Il m'a lancé un serveur comme si vous aviez un test Selenium et il a fait son test. Donc là, on voit qu'on a un framework qui va nous permettre de faire des tests d'intégration, de faire des tests de navigation et quelque chose de cohérent pour faire tout ça. Donc on a une solution plutôt sympa pour rendre nos applications Java E et au-delà, d'ailleurs, toute application qui a un Java qui ont des conteneurs testables. Il y a également dans Arclian ce qu'il faut pour faire tourner du projet Spring, tester du projet Spring. Ça peut servir si vous, alors évidemment, si vous faites que du Spring, c'est pas forcément très intéressant, mais si vous faites du Spring avec autre chose, vous avez la possibilité d'intégrer les choses ensemble. Et dernier aspect que je voulais vous montrer, donc on a parlé de JRebel, je vous fais une toute petite démo quand même. Alors, comme j'ai changé ma config, j'espère que ce n'est pas tout qui va exploser. Ouais, ça commence bien. Oui. Donc là, il n'est pas content parce que j'ai un serveur qui tourne, évidemment. Je vais l'arrêter, voilà. Et je vais relancer. Test démarre. Donc JRebel, il est un peu bavard. Il me dit en fait les technos, enfin les frameworks qui surveillent pour faire ces redéploiements à chaud. Voilà. Donc là, mon application, elle marche toujours. Voilà. Et le test. Imaginons que je veuille... voilà. On va fermer ça. Imaginons que je veuille changer mon service. Et au lieu de faire hello, je fais greetings. Là. Peut-être que je fasse un rafraîchissement pour être sûr qu'il déploie. Si je vais regarder ce qui se passe sur mon serveur, voilà. Là, on voit que JRebel, il a rechargé ma classe, il a rechargé mon bin hello service. Donc, je vais aller voir. Je rafraîchis ma page. Voilà, test à nouveau. Et là, il me dit greeting test. Donc ça, c'est un premier truc. Je pourrais également décider ici de créer une nouvelle classe. On va l'appeler Hello Listener. Voilà. On va mettre une méthode public void listen message. Donc je vais mettre un observer CDI. Donc dans CDI, on a un framework, on a une partie qui permet, un bus d'événements qui permet de lancer des événements et de les observer à notre endroit. Donc là, on va écouter les événements de type string. Voilà. MSG. Et on va faire un truc de dingue. On va faire juste received.
Donc là, j'ai toujours mon serveur qui tourne. J'espère que ça va marcher parce que sinon... Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter un moteur d'événement CDI. Voilà. Donc, event de string. Hop. On va l'appeler EVT. Et ici, je vais en fait déclencher un événement avec le message qui m'a été fait, avec le nom que j'ai reçu. Donc, je vais faire un fire de name. En fait. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je lance depuis ce bin, je lance mon événement, et donc j'ai un autre bin que j'ai appelé listener, qui normalement doit le recevoir et faire envoyer un message. Donc là, je vais regarder si j'ai ce qui se passe. Enfin, je vais forcer un peu quand même, parce qu'il y a un problème avec IntelliJ, c'est qu'il, contrairement à Eclipse, il ne fait pas une compilation incrémentale. Donc là, je le force un peu à le faire. Là, je vais recharger ma page quand même. Voilà, il me dit toujours que is me. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà. Et là, vous voyez, j'ai le message receive message me. Donc, on voit que on peut même rajouter des composants. Et un truc comme JRebel va m'éviter de passer mon temps à redéployer mon application. Donc on a quand même un truc qui permet d'être productif. Bon, je ne dis pas qu'à certains moments ça ne sera pas nécessaire de redéployer, mais vous limitez quand même la casse énormément. Donc vous gagnez en productivité, et les arguments qui consistent à dire que ça vous ralentit deviennent caduques en l'occurrence. Donc, un autre reproche qui est fait souvent à JavaE, c'est que JavaE est monolithique. Alors, monolithique, ça veut dire qu'on prend tout ou on prend rien. Donc, on a toute la stack, elle est énorme, elle nous encombre. Les serveurs, par le passé, chargeaient tout et ça prenait une place folle en termes de temps, en termes d'espace mémoire, etc. C'était vrai. Aujourd'hui, encore une fois, depuis en gros E6 et les serveurs de cette génération, c'est plus vrai. Aujourd'hui, tous les serveurs sont modulables, j'en ai parlé au début. On a Glassfish qui a commencé avec JI, aujourd'hui Wildfly, WebSphere le font également. Alors, je n'ai pas parlé d'un autre serveur, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de version E7, mais qui est un très bon serveur également, qui est le serveur de la fondation Apache, qui s'appelle TomEE, qui est complètement basé sur Tomcat, qui est un serveur excellent, qui va sortir dans les mois qui viennent dans le E7, c'est également quelque chose une approche très modulaire. Eux, ils ont carrément une implémentation de CDI qui s'appelle Open Web Builds, qui est elle-même modulaire. Donc il y a des petits modules dedans, on peut décider de charger des fonctionnalités de CDI ou non en fonction de son application. C'est vraiment fine grind total. On a une approche lazy des chargements de nos services. Donc tous les serveurs font ça aujourd'hui. Donc Wildfly par exemple, quand il démarre, il vous dit j'ai démarré 206 services sur 465. Donc le JB Tartampion, j'ai pas besoin, donc j'ai pas lancé le moteur de JB, il n'y a pas de JPA dans ton appli, donc j'ai pas lancé JPA, etc. Donc je vais à la demande démarrer les services et pas le faire avant d'avoir besoin de le faire. Oui, dans l'aspect monolithique, il y a aussi le fait de dire ah ouais, mais bon, moi je voudrais pouvoir apporter ma version d'Hibernate dans mon application. Alors, on a pris des habitudes. Je ne vais pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est bien d'avoir les choses sur le serveur, est-ce que c'est bien d'avoir les choses dans l'application. Aujourd'hui, ce problème devient un peu caduque parce que on peut avoir le meilleur de deux mondes. On peut avoir toutes nos briques dans le serveur, mais la possibilité de les changer. De dire, je veux faire évoluer telle brique, ou je veux rajouter telle brique, il y a deux briques qui coexistent, et mon appli, elle va utiliser telle version. Par exemple, dans Wildfly, on peut avoir deux versions de JSF, si on veut utiliser une ancienne version, ou si on veut utiliser une autre implémentation, donc on supporte MyFaces et Mojara, et on peut, avec un paramètre, dire j'utilise l'une ou j'utilise l'autre. Et on peut également faire évoluer les versions de Mojara et de MyFaces dans le serveur. Moi, je vais vous faire une démonstration là, liée à mon boulot, c'est-à-dire CDI. Donc on travaille sur CDI 2 qui devrait sortir l'année prochaine, au printemps, si tout va bien. Et on a réalisé un premier draft de la spec et une première implémentation de ce draft. Donc qui est un Weld 3, qui est l'Alpha 13,
et qu'on aimerait pouvoir tester. Donc aujourd'hui, je peux prendre mon appli ici. Alors je peux vous montrer un peu quelque chose que je pourrais vouloir faire. Imaginons que mon listener ici, on va le faire de manière artificielle. Voilà. Imaginons que mon listener ici, il ne se contente pas de faire un système out, qu'il fasse un traitement compliqué, un traitement qui prenne l'équivalent de, je sais pas, on va dire de waouh, il y a des gens qui se noient là dehors. Ah non, oui, c'est Antonio, il aime bien se faire applaudir. Je suis désolé, moi je suis un peu plus modeste. Si vous voulez m'applaudir à la fin, j'ai pas de problème. Si j'ai pas été trop ridicule. Alors, on va faire un try catch. Donc là, je vais faire juste dormir mon listener pendant 3 secondes. Là, on a toujours... Ah non, il est plus lancé. Donc je le redémarrer. Ouais. Je le redémarrer, c'est pas grave. Donc là, on est toujours en CDI 1.2, donc la version qui est dans Java E7. Et là, donc dans la version actuelle de CDI, nos observeurs, ils sont synchrones. C'est-à-dire que je vais attendre. Non, d'ailleurs, je suis en train de faire n'importe quoi là. C'est pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était ça. Excusez-moi. Je parle, mais voilà. Donc de lancer l'événement, d'attendre 3 secondes et après de faire mon affichage. Voilà. C'est ça que j'essayais de faire. Donc là, tel que c'est fait, comme mon événement il est lancé de manière synchrone. Non, c'était bon, c'était bien ce que je voulais faire. Excusez-moi, je suis fatigué. Hein. On va y arriver. Voilà. C'est bon. Donc comme mon événement est lancé de manière synchrone, je récupère la main dans mon service que quand l'observeur est traité. Donc là, si je lance le code, normalement, je vais avoir une pause de 3 secondes ici. Si jamais ça plante pas. J'ai mis, à mon avis, j'ai dû mettre 30 secondes, 3 secondes. Ok. Donc là, il m'a attendu 3 secondes avant de m'afficher le résultat. Donc là, je dis, bon, ok, maintenant, j'aimerais bien pouvoir tester le nouvel observeur asynchrone qu'on a dans CDI 2. Le problème, c'est que j'ai pas de serveur pour faire tourner CDI 2. Alors, il se trouve que CDI 2, maintenant, il peut tourner dans Java SE, mais j'aimerais bien pouvoir voir ce que ça donne sur mon appli Java E que j'avais. Qu'à cela ne tienne, j'ai l'impression de demander de la lessive des fois. Qu'à cela ne tienne, je vais pouvoir patcher mon serveur Wildfly. Donc, je vais aller... Donc, le patch, comme c'est une alpha de Weld, il vise toujours à la dernière version de Wildfly active, donc c'est pour patcher la version 10 bêta 2. C'est celle que j'avais lancée d'ailleurs. Oui, c'est celle que j'avais lancée, donc il n'y a pas de trucage. Hein. Voilà. Donc j'ai une commande. On va regarder rapidement. Pouf pouf. Donc la commande c'est j'appelle le client de JBoss et je lui envoie une commande. Donc tu vas me patcher, tu vas m'appliquer le patch que j'ai téléchargé, qui est fourni par l'équipe de Weld. Donc vous avez les gens de Resteasy qui fournissent des patchs, les gens de Hibernate qui fournissent des patchs, etc. Si c'est une brique que vous voulez vous-même patcher, il y a de la doc pour pouvoir faire le patch vous-même, etc. Et normalement, si tout se passe bien, j'aurai cet outcome. Donc comme on est un peu pressé, je vais faire un petit copier-coller de la commande. Ça m'évitera de faire des fautes de frappe. Si jamais... Voilà. Hop. Donc je suis ici. Toc, toc, toc. Oui, on va le refaire autrement. Donc JBoss CLI, il est dans bin. JBoss CLI. Et ça doit être bon, le patch, il est bien dans mon répertoire download. Au passage, attendez, on va regarder quand même. Est-ce que j'ai l'info? Vous voyez ici, là? Je vais zoomer. Ici, la dernière fois que j'ai lancé le serveur,
il m'a dit qu'il est en cweld 2.2.14 final. Ok. Je lance mon patch, je croise les doigts, success. Donc maintenant, je vais essayer de redémarrer mon serveur. On va faire comme ça. Bin.standalone sh. Je sais pas si j'ai s'il va déclencher weld tout de suite. C'est pas sûr. Non. Bon, c'est pas grave. On va le tester. On va le regarder déjà ici. Donc là, je vais lui demander de redéployer. Je vais arrêter le serveur ici. Hop. On va redéployer ici. Voilà. Et si on retourne là, ce qui se passe, on voit que ce qui m'a déployé, c'est Wild 3 Alpha 13. Donc du coup, moi ici, je peux dire, tiens, je vais utiliser la nouvelle fonctionnalité de CDI2. Donc là, il va falloir quand même que j'arrête, je pense, pour la compilation. Je vais aller ici dire que je veux Java Enterprise CDI, mais je veux en fait la version 2.0. Ce qu'il a, EDR1. Hop. Donc Early Draft, première Early Draft. Donc ça va me permettre ici d'utiliser la version asynchrone du Fire, donc Fire Async. Voilà. Et ça va me permettre ici, pour des raisons de compatibilité, on a besoin de mettre l'asynchrone des deux côtés pour être sûr que les anciens observeurs ne vont pas se mettre à déconner. Là, je vais faire un observe async. Et je vais pouvoir voir si l'observe async... donc, comme j'ai un observe async, normalement, il doit me retourner mon greetings avant la fin du traitement. Donc là, je fais tourner Wildfly. Là, on va le refaire. Test. Voilà, et on a le truc qui répond tout de suite. D'accord. Donc mon traitement, et il a bien lancé mon observeur puisque j'ai le message qui est apparu ici. Ah, c'est dommage, il ne reste pas beaucoup de temps. Ce que je voulais vous montrer d'autre, que j'aurais pas le temps de vous montrer, c'est un dernier truc. Donc on est ici. C'est un dernier truc qui s'appelle Swarm. Donc, Wildfly Swarm, c'est une solution qui va vous permettre de packager votre appli. Oh, je peux le faire une démo rapide. Qui va vous permettre de packager votre appli sous forme de jar. Donc ici, j'ai une branche dans mon projet. Hop. Non, il est où mon projet? Il est ici. Donc je vais faire un checkout de la branche que j'ai appelée... non, on va faire un... Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire ici, ce sera plus simple. Je vais faire un bon gros revert des familles. Hop. Ok. Et voilà. Donc j'aurai pas le temps de trop rentrer dans les détails, mais en gros, ce que je vais faire, je vais faire un Maven clean package. Alors si on regarde aujourd'hui, si on regarde dans mon dossier target, vous voyez, c'est un mauvais exemple parce qu'il a déjà été généré. Mais en fait, jusqu'ici, j'avais un war qui était créé. Là, il va me créer un fichier jar. Donc j'ai un profil qui s'appelle Swarm. Je vais arrêter le serveur. Voilà. Le build m'a créé le war. Il m'a créé également un jar qui enveloppe le war, plus les composants nécessaires à le faire tourner. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Si on va regarder rapidement dans le POM XML, j'ai dit dans mon profil Swarm, qui est voilà là,
J'ai dit que j'avais juste une dépendance, c'était Wildfly Swarm, JAX-RS, Weld. Donc JAX-RS et j'ai CDI avec Weld. C'est tout. J'ai que ça dans ma stack. Donc là, si tout se passe bien, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais pouvoir lancer mon jar en ligne de commande avec un Java-jar. Donc le truc qui a été généré dans Target. Et je vais donc, sans serveur, avoir mon jar qui va s'exécuter avec les conteneurs, uniquement des conteneurs requis pour pouvoir faire tourner mon appli. Et elle va être déployée. Et donc normalement, on va le voir parce que comme on est encore en alpha sur Swarm, là je vais avoir une erreur. Et je vais pouvoir vous montrer que ça marche quand même en allant dans... Il y a une erreur quand sur les pages statiques, ils ont un souci. Donc là je vais mettre... donc là j'ai mis un get sur mon XML. Et si je vais donc chercher dans mon appli XML et Antoine, voilà. Donc le web service m'a répondu. Donc on voit qu'on a un truc qui en tout cas qui est une piste, une des pistes qu'on a pour pouvoir faire du microservice sur une stack Java E avec un exécutable. Donc là on a un exécutable qui fait un peu moins de 80 mégas. Alors c'est gros certes, mais ça impacte beaucoup de choses. Et puis on est encore en peaufinage, donc on peut espérer avoir des trucs plus petits et avec une empreinte mémoire minuscule. Voilà. Donc pour vous montrer un peu vers quoi on se dirige et qu'on a quand même une plateforme qui est quand même assez moderne. Et le dernier point que je voulais vous montrer, mais que j'aurai pas le temps, sur la richesse de Java E et sur le fait que Java E évolue lentement. Oui, Java E n'est pas riche, n'est pas assez riche, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'on peut espérer trouver dans Spring, mais c'est normal, parce que la plateforme, c'est un standard. Et chaque éditeur va rajouter sa couche par-dessus. Donc vous prenez, par exemple, Wildfly, nous on a rajouté un data grid dessus. On a rajouté un serveur pour un framework pour faire de l'authentification, etc., etc. Donc quand on fait des comparaisons Java E versus Spring, c'est débile. C'est comme si vous compariez le châssis de votre voiture avec une voiture complète. Voilà. Il faut voir après ce que la personne qui a pris le châssis a mis par-dessus et ce que ça donne. Donc il faut comparer les choses qui sont comparables. Et puis, sur l'évolution, on a depuis EE6 et maintenant avec EE7, CDI qui s'est répandu un peu partout, qui a un mécanisme d'extension portable que vous pourrez voir si vous allez en ligne, la présentation qu'on a fait à Devox France avec Antonin Stefanuti, plus loin avec CDI 1.2, vous allez voir comment est-ce qu'on utilise CDI et ses extensions portables pour pouvoir faire des extensions qui vont être, comme leur nom l'indique, portables d'un serveur à l'autre, qui vont pouvoir rajouter des fonctionnalités et intégrer des fonctionnalités métiers dans votre serveur et donc enrichir la plateforme en attendant d'avoir une évolution technique de la version suivante. Donc aujourd'hui, on a dans Java EE la possibilité de le faire muter. Il a dans son ADN ce qui permet de le faire évoluer. Voilà, merci.